Ce panel sera modéré par le professeur Moutaga Diop. Moutaga est membre du conseil scientifique de ce symposium. Il est enseignant-chercheur à l'INSEPS de Dakar. Il est responsable de l'axe de recherche biologie appliquée aux activités physiques et sportives à l'INSEPS. Il s'est investi dans la recherche en physiologie de l'effort physique. Pourquoi le Special Olympics a fait du sport son cœur de métier? Qu'est-ce que le sport peut apporter aux déficients intellectuels? C'est aujourd'hui sur ça que Special Olympics nous amène, pour qu'on puisse en discuter, pour retenir beaucoup d'éléments qui pourront permettre l'inclusion de ces derniers, de ces jeunes souffrant d'une déficience intellectuelle. Et pour réfléchir, nous avons aujourd'hui invité Special Olympics à convier. Oui, Special a convié des panélistes, dont le premier est Charles Takoué. Charles Takoué, des Special Olympics Africa, qui est là, à mes côtés. Monsieur Gilbert Sidi Lamine Beng, qui est le directeur des activités physiques et sportives du ministère des Sports, qui est là. Professeur Cheikh Tidiane Tine, qui est enseignant à l'INSEP. Madame Catherine Daras, CIZ, la coopération allemande. Et Mr. Alan Williams, Sport for Social Change. Alors, sans tarder, nous allons rapidement donner la parole à Charles Takoué, et ne pas oublier que aujourd'hui, le sport est abordé comme un outil d'inclusion des personnes ayant une déficience intellectuelle. Qu'est-ce que M. Charles Takoué, des Special Olympics, va nous dire? Pourquoi le sport est le cœur de métier de Special Olympics? Nous parlons de sport et je vois que le stade est plein, nous sommes à guichet fermé. Malheureusement, le premier match de la CAN, ça sera en janvier. Alors, juste pour parler plus sérieusement, merci monsieur le modérateur, mesdames et messieurs, chers collègues panélistes. Alors, cette question nous est posée parce que nous sommes une organisation de sport, le Special Olympics. C'est une organisation qui se donne pour mission de fournir un entraînement durant toute l'année, un entraînement sportif et des compétitions sportives pour des personnes ayant un handicap intellectuel, leur donnant ainsi une opportunité continue de développer leur performance, leur forme physique, de faire preuve de courage, de faire l'expérience de la joie, de participer à un partage de talents, de compétences et d'amitié avec les membres de leur famille, avec les autres athlètes Special Olympics et en définitive avec toute la communauté entière. Alors, comment Special Olympics met en œuvre cette mission? Quelle est sa stratégie? Je vous invite à suivre cette courte vidéo et à bien écouter. Special Olympics montre au monde les talents des personnes ayant une déficience intellectuelle en créant des liens d'amitié et en démontrant le meilleur de l'esprit humain. Et Special Olympics a une vision d'un monde qui est inclusif pour toutes et tous. Parce que nous croyons au pouvoir du sport pour aider chacune et chacun à mener une vie active, saine et épanouie. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Nous voulons que nos athlètes acquièrent des compétences, soient en forme et se sentent en confiance. Et objectif tout aussi important,
Nous voulons que nos athlètes, leurs familles et les autres membres de notre communauté vivent une vie heureuse et épanouie. Nous voulons que les personnes non handicapées respectent et valorisent nos athlètes, comme tout le monde. Nous voulons voir nos communautés et les organisations locales, comme les groupes sportifs, les écoles, les prestataires de soins de santé et les entreprises devenir plus inclusifs. Notre plan stratégique a 2 objectifs principaux. Premier objectif, améliorer et élargir la participation locale au sport et aux autres activités, apporter une inclusion significative aux communautés. Et deuxième objectif, atteindre plus de personnes et faciliter la participation de toutes et de tous grâce à la technologie. Nous atteindrons ces objectifs en améliorant la qualité et la portée de nos programmes locaux. Nous responsabiliserons les dirigeants sportifs et les autres leaders pour qu'ils créent plus d'inclusion dans leur communauté. Nous travaillerons également avec des partenaires pour nous assurer que la façon dont nous faisons les choses et les endroits où nous les faisons soient toujours inclusifs pour les personnes de toute capacité. Pour soutenir tout cela, nous allons utiliser la technologie numérique, trouver de nouvelles sources de revenus différentes, améliorer la visibilité de Special Olympics et établir des normes élevées pour la façon dont nous faisons notre travail. Mais nous ne pouvons pas le faire sans notre communauté dans son ensemble. Ensemble, nous bâtirons un monde plus durable où tout le monde jouira du pouvoir du sport, du bien-être et d'une véritable inclusion. Pour en savoir plus et rejoindre le mouvement, visitez specialolympics.org. Le sport peut jouer un rôle important aussi en faveur du changement de la perception sociale envers les personnes vivant avec un déficit intellectuel et donc contribuer à éliminer les barrières sociétales. Alors, il y a tout d'abord le type de programme unifié qui font que personnes avec et sans déficit intellectuel se rencontrent, apprennent à se connaître, à jouer ensemble, lient des relations, des amitiés, idéalement dans un cadre scolaire, mais ça se fait beaucoup aussi dans le cadre d'associations et de clubs. Et il y a des événements, enfin il y a la pratique sportive, on va dire, dans l'espace public qui donne de la visibilité. Et il y a bien évidemment de grands événements médiatisés comme les Jeux mondiaux de Berlin en juin 2023. Je vous en parle parce que je suis berlinoise et que j'y étais et que je pense vraiment que ça a donné une visibilité incroyable aux personnes vivant avec un déficit intellectuel, autant parce qu'on a eu des dizaines de milliers de visiteurs du monde entier dans la ville, donc vous les croisiez partout, dans le métro, dans les musées, partout, que bien évidemment il y a eu des compétitions, que beaucoup de spectateurs sont venus voir et qu'il y a eu la couverture médiatique qui va avec. Et tout cela sensibilise au potentiel de ces personnes et leurs exploits sportifs et leurs récits personnels ont vraiment été des sources d'inspiration incroyables, je pense, tout au long de cet événement. Donc, tout cela pour dire que voilà pourquoi le sport est utilisé, pas seulement par la GIZ et ses partenaires, par beaucoup d'autres acteurs, comme un levier de développement personnel et social. Alors maintenant, en ce qui concerne les partenariats et les axes d'intervention qui, à notre avis, sont pertinents, c'est que ce qu'on appelle le sport pour tous, donc les programmes sportifs inclusifs, demandent justement la conception et la mise en œuvre de ce type de programme, et ça active un nombre incroyable de partenaires. Et ce qui est crucial, à notre avis, c'est de développer des programmes, donc des référentiels, des ressources pédagogiques inclusives, des mécanismes de sauvegarde, parce que tout ce qui touche à la sauvegarde et la protection des enfants, des jeunes, des personnes dites vulnérables dans le sport est important. Et il faut former les acteurs clés de ces partenaires. Alors, heureusement, on se trouve dans un pays, mais je suis sûre que la situation est pareille dans beaucoup d'autres pays, où des expertises existent. Nous, en tant que GIZ, on amène une certaine expertise méthodologique, mais les collègues de l'INSEPS et les collègues de Special Olympics complètent notre expertise. Et alors, je ne sais pas si elle est dans la salle, mais je voudrais quand même saluer une coach compétente et formidable que nous, on adore,
impliqués dans nos activités. Awa, tu te caches? Tu te caches? Vas-y, lève-toi, quand même. Et je tiens à vraiment la remercier. On travaille beaucoup ensemble. Et c'est une invitation à vous tous à penser aux acteurs qui existent autour de vous, qui ont des expertises particulières avec lesquelles on peut s'associer, parce que j'estime qu'on ne peut que s'améliorer en combinant nos expertises et nos compétences différentes. Un petit mot ensuite sur les infrastructures, qui bien évidemment sont importantes pour la pratique sportive, qui, encore plus pour les personnes à mobilité réduite, demandent certaines spécificités en termes de rampe d'accès, en termes de filets autour pour éviter que les ballons sortent et qu'on ne puisse pas aller les récupérer, etc. Mais ce qui est très important quand on parle d'infrastructure, c'est de penser au concept d'utilisation. Et c'est qui est-ce qui décide qui joue quand? Et qui est-ce qui décide, qui est-ce qui garantit que les groupes qui sont prévus à tel créneau puissent vraiment jouer à ces moments-là, que ce ne soit pas la loi du plus fort sur les terrains, comme on le voit souvent. Donc ça, c'est très très important à prendre en considération aussi, et on travaille beaucoup avec nos partenaires autour de ça. Juste pour dire que, pour finir, en disant qu'il y a de la place pour plein d'autres partenaires et d'acteurs dans cet écosystème, je dirais, les professionnels de la santé, pour assurer que les programmes sportifs répondent aux besoins spécifiques de santé, les personnes ayant un déficit intellectuel, les organismes gouvernementaux, la société civile, le secteur privé, ils ont tous des expertises et des contributions financières et techniques à apporter, et bien évidemment le travail avec les décideurs politiques pour avancer dans tout ce qui concerne les politiques de programmes sportifs inclusifs. Donc, je finis par féliciter Special Olympics Sénégal pour l'organisation de ce symposium. Pour moi, une année vraiment marquée par l'inclusion, autant par les Jeux à Berlin que maintenant cette fin d'année avec ce symposium. Et j'estime que c'est le signe d'un engagement mondial en faveur de la participation pleine et égale des personnes vivant avec un déficit intellectuel. Et je pense qu'il y a du travail, mais qu'il y a aussi beaucoup d'engagement déjà et beaucoup d'expertise, et qu'il suffit juste de s'y mettre. Merci beaucoup. Voilà, je pense qu'on a bien compris pourquoi le DIZ a fait du sport un levier, un moyen pour bien asseoir sa coopération. Je pense que c'est ça. Je laisserai au public de vous poser des questions. Je pense qu'ils ont beaucoup noté, mais je pense que peut-être vous serez interpellés sur d'autres apports. Voilà, je pense que nous pouvons passer ici à donner la parole à Nadia. Merci. Un petit résumé en anglais. Why sports a mean of personal development, and what partnerships are meaningful in the implementation? So German Cooperation works with Special Olympics, and sports has been a part of what they do, encouraging sports for the past 15 years at least. Sports has a positive effect on physical and mental health for everyone. Sports practice has also an impact on cognitive functions, so that helps with personal skills. It allows to experiment success and to know one's body, so it helps control and it helps feeling independent, which reinforces self-confidence. Sports helps with dedication, discipline, perseverance. These are really important on the sports field, but they're mostly just life skills. And finally, sports helps with social skills. People with intellectual disabilities are often excluded and they lack social experience. But through sports, they experiment positive relationships that encourage their self-esteem. They can also express themselves in a different manner on a sports field through their body and communicate differently. All of this combined reinforces resilience and the well-being of people with intellectual disability.
Sports can be an important change agent that contributes to eliminating social barriers through being into associations, clubs, having visibility in international competitions, and one of the best venues to start inclusive actions, to initiate them, is of course schools, but clearly clubs, federations, associations are also other options. In terms of the German cooperation, they work with civil society, governmental entities. They're lucky that there are a lot of competence and expertise in this country, but as Madame Darras said, it's probably the case in other countries as well, to work in co-creating the type of trainings that are possible. She gave a special tribute to Coach Awa for her competence and her professionalism, and she spoke about the importance of infrastructure, even more so for people with reduced mobility. And the question is, who makes the decisions about the users? Is there, how do people make those decisions? Are they trained? Do they understand the impact of their decisions? And finally, she said there is room for many, many more partners in terms of health, government, civil, private societies, policy makers on inclusion. Thank you. Nous allons passer maintenant à un partenaire nommé Alan Williams. Alan Williams siège au comité technique pour le sport au service de la paix et du développement au sein du Conseil du sport de l'Union africaine. Il est actuellement le directeur général du réseau Sport for Social Change, Network Africa. Il est là assis à ma gauche. Alain Williams, vous avez la parole. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. My French is non-existent, but I can say bonjour. Je m'appelle Alan Williams. Ça va? But thank you so much. I'm going to do a very quick presentation this afternoon, and I'm very honored to have been asked to come here today by Special Olympics Senegal to participate and be part of this very important discussion. Very, very important. Africa is such a beautiful continent, it's such a vast continent, and the work that has been undertaken for people living with disability is far too big for any one organization to address. And I'm so thankful to Ms. Raja Sai and her team for organizing such an event to bring everybody around the table. We only know of the people with disability, mental disability, that are here, but we do not know the ones that are in villages that are very far away from the urban cities, right? And it all starts with a dream, and it all starts with a vision. And as we know that Special Olympics was started by Eunice Kennedy Shriver, and she had the vision, she had a dream. But it's not only important to have a vision and a dream, we need to have action. And I think this very important meeting here today in Senegal, and it's my hope and desire, is that it will inspire you to have vision and a dream for this sector in Senegal and in the various other regions around
Africa and the continent. I also want to say that it's so vitally important that we have the right people in the room. Because if your heart, if you do not have passion and a vision for the work that you're doing, then we are setting ourselves up for failure. We need to have people with vision. We need to have people that are passionate about the work that they do. I wonder sometimes we call the sector people with disability, mental disability, or mental challenges. But I think about world leaders today. If you think about where the world is today and the decisions that are made on behalf of nations by presidents and leaders, we then ask the question, who is mentally disabled? If I look around the athletes that are here today, you are our special guest here today. You are the people that we are here to serve. And I want to also say that I'm not an expert in this field. We're surrounded by the experts like Special Olympics. And if we can put all our energies together, I'm sure that we can make a difference in our lifetime for the sector that we work in. So that is just my introduction, just to say to you that I'm really honored to be here. I've got a quick presentation that I want to share with you. I also want you to look up a lady by the name of Helen Keller. Helen Keller. She was born blind and deaf. They gave up on her. The schools couldn't take care of her. Do you know she went on to have so many degrees behind her? She started a movement in the US. And it's always very important in a time where there's no hope and great darkness. That's the time where people are looking for leadership. We need leadership in the sector. We need to speak truth to power. We cannot also rely on governments to help us. We need to lobby, support, and together, I think we can make our voices heard in this sector. So again, I'm very honored to be here today. So the Sport for Social Change Network, just some background, is a network that was founded by Nike in 2007. And we work, supposed to only work in Southern Africa. We founded the organization with 40 NGOs, founding members in Southern Africa, and we were established as a legal entity in 2012. We have a secretariat, board of directors, a very small board of directors, of which I am an executive member of the board of directors. We also have a policy and advisory board made up of academics and experts. Professor Cora Burnett from the University of Johannesburg, Mr. Mohamed Zariat from Madagascar, Dr. Bello Bitu from the University of Ghana, Dr. Lombi Mbawamba, who is a Zambian nationalist who works in Lausanne, Switzerland, with the Global Observatory around gender, Professor Oscar Mwamga from the University of London, and Dr. Azim from Leading Like Mandela. And these are the experts that we work with to advise us around issues around gender, around the SDGs. I also sit at the African Union Sports Council on the Technical Committee for Sport for Development. Our vision is simply to be Africa's leading sport for development network, working with partners across the continent to drive sustainable change through sport. Our mission is to grow, strengthen, and enhance sport development across Africa. We have three pillars that we work with. The first one is around knowledge sharing, capacity building and training. And I'm glad I've heard the GIZ speak about, and not only the GIZ, I've heard other organizations here in the last
day or so speak about capacity building and training. The second one is around member validation, where we categorize our NGOs as affiliate, bronze, silver, or gold members, depending on their criteria. Then the third pillar is around resource mobilization, around providing support to our NGOs through small grants, through in-kind support, so that they can continue their work that they're doing. As you know, all our NGOs work on all sport. It's not only one particular sport, football. It's surfing, it's basketball, it's everything under the sun in terms of sport. And I think in some cases also traditional sport. Just some impact of last year. Our NGOs, only those that provided the information, we need to just check that number. We had over 500,000 young people were impacted across the African continent. We need to update those stats. That's from our previous financial annual report. We are in 24 countries and we have 140 NGOs affiliated to us across the African continent. So our history with Special Olympics really started way back in South Africa, where we work very closely with Special Olympics South Africa. They are a member of the Sport for Social Change Network, Africa. We work with them on two projects. The one is around the National Recreation Day, and then also the 6 to 6 project. So we have a history with Special Olympics. I think what's important is to be very intentional with this thematic area that we are working with. We need to ensure that in our work, if we're talking about mainstreaming, how do we be intentional in everything that we do to make room and focus on people that are living with a disability. Special Olympics, for me, is one of those champions across the continent that it's very hard to miss the work that they are doing. And I'm so glad that they are champions for this cause across the continent. And that's one of the reasons why we, as the Sport for Social Change Network, want to partner with them. So what are some of the current barriers around intellectual disability? We spoke about access to education, healthcare, and employment. There's also a stigma around that and discrimination. There are limited resources. And sometimes I wonder, are there really limited resources? Maybe there's just not a will to channel those resources, because I think there are resources. But I think we need to educate, sensitize, and lobby all stakeholders, government, civil society, academia. And that's why this session is so important. So we have barriers and limitations, like I said. Thank you. There are also huge disparities across the African continent. Some countries are much more advanced than other countries. And that's why we need research around these areas so that we can lobby the African Union to have a standard where all governments can align themselves to the Pan-African standard around working with people with disability. We need ongoing lobby and advocacy. And that's why this forum is vitally important, so that we can make your voices heard, so that we can amplify the work, so that we can have greater impact. Because I can tell you, there are much more people across this vast continent that have been forgotten. I know we're not going to save everybody, but where we can, we need to ensure that we are intentional, that we are focused, and that
we ensure that we make a difference in the work that we are doing across this continent. So, Sport for Social Change Network has signed a memorandum of understanding with Special Olympics this year at the leadership conference in Ethiopia. And the objectives of this MOU is basically twofold. Is to align our strategies, and the second one is to establish a framework for closer collaboration. So here you have two Pan-African organizations, birthed within Africa, that are willing to work together. The areas for this cooperation is around capacity building and training. And I like what my professor colleague said here on the left, around how do we look at what exists with regards to toolkits out there so that we can share this with other organizations that might not be aligned with Special Olympics, so that we can have maximum exposure across this vast continent. Capacity building and training efforts, training teachers, but not only teachers, how do we support preschools? Because we believe even from early childhood development, how do we ensure that we can, I don't want to say normalize, because I don't want to downplay and speak as if they have the problem and not us. But how do we ensure that we have this discussion at an early childhood level, to a primary school level, to a high school level, to universities? And I think if I look at this beautiful continent of Africa, it's rich, but we have problems, we have challenges. And I think the civil society activists, organizations with universities and the private sector and government need to tie hands, because it's too big. It's too big for any one organization to say, I'm taking the lead. But we need vision. We need people who are passionate. We need people that have these athletes, not just to showcase them here today and parade them here today and to say that they're there. No, we need to really understand. I must be honest to these athletes. I need to understand your pain. We need to understand your struggle. And I'm sure it has come through this 2 days. But I'm sure there's bigger things at play. And I know that the mountain is quite big that we are climbing, but we'll take it one step at a time. And we are optimistic and we are hopeful that we can impact the life of one or two people. It's like that starfish. When the starfishes were washed ashore, this man was taking one and throwing another one. And then someone asked him, but sir, are you able to bring change? Because this whole beachfront is littered with starfish. And then he picked up one and he threw it in. And he said, yes, I've just made a change to this one. And yes, he threw another one and said, I've just made a change to the other one. So I want to appeal to you today sitting around here. Did we come for 2 days just to have nice food and coffee? Or did we really come here, and I hope with Special Olympics, so that we can carry this burden to our respective countries and communities, so that we can really, really focus on how we can bring about sustainable change. 1 minute. Yes, Professor. 1 minute. I want to talk about what we're doing with Special Olympics in South Africa, and maybe this will inspire you. So last year, we recruited 4,260 young people in a project called National Youth Service. And would you believe that out of the 4,260, 4,000 were people with disability? And I want to say that it was intentional, but I will lie to you. It wasn't intentional.
but it is a blessing that it turned out that way. So 4,000 of these young people were recruited through Special Olympics. We put them into a 12-month project where Special Olympics found 4,000 children with disability, brought them into their project, right? They earned between 48,437 to 58,125 sefa, right? They earned that money for that period. What that has done for them, you can't believe. We did research on the project, and I'll share with you the metrics and the stats that came from this year. What happened was that in terms of outcomes, personal development, right? 48.1% said that in terms of their personal development, moderately, 48.1% were impacted moderately, largely 38.1%, fully 11% of them said that this project, positively impacted on their personal development. For instance, for interpersonal relationships, meaning bonding between each other, 44% were impacted moderately, and 22.5% say that they were fully impacted by this project. All interns reported significant changes related to their personal development and increased their self-reliance and were in positions to establish their own household. They were able now to contribute to their own household. And you know what made them? It made them feel really, really good that they were able to give money for groceries and even help their siblings. In terms of employability and employment, 49.3% gained knowledge, 44.7% gained life skills, and then 43.5% felt valued in this project, right? 28% judged networking and others outside the program as excellent, right? Special Olympics placements being recognized as a productive, paid individual had significant carryover effects for reducing the stigma and being valued as a productive member. I'm closing, Professor. I'm going. So you leave the Englishman for last and you give me 2 minutes. So acceptance. They were really accepted and recognized. So what is our next step, Professor? Is really to roll out this project in Africa. So we need support, GIZ and everyone else, to assist us to work with the various Special Olympics, right? And the SoFit, Raja, the SoFit project, I don't know if you are aware of it. It's a toolkit that was developed. If we can roll this out into other, and through my colleagues here from Africa, how do we roll this out into other countries? From my side, I will go to the African Union Technical Committee and really lobby on that side so we can lobby other areas. You must stop. Okay, merci beaucoup. Very good, Alan. Very good, Alan. Nadia, would you like to translate now or after lunch? I think I will translate after lunch. Nous nous retrouverons dans la grande salle de plénière pour continuer nos discussions et à ce moment-là, je vous donnerai la traduction de tout ce qu'il a dit en français. Merci, bon appétit à tout le monde. Alors, nous, comme on n'a pas beaucoup de temps, nous allons rapidement recueillir les questions et les contributions et permettre aux panélistes qui sont là de prendre note pour réagir immédiatement après. Et comme le temps est vraiment serré, comme on le dit, nous allons donner au maximum 3 minutes à chaque intervenant.
Parce que déjà, c'est bon, 3 minutes? Oui, 3 minutes. Alors, je vais prendre la liste des intervenants. Alors, on commence par Madame Mumba. Thank you, moderator. I have comments, recommendations, and a question, mainly to the Ministry of Sports. The first one is talked about curriculum development. This is more of a recommendation, but thank you for the support that you've been giving Special Olympics Senegal. Thank you for the support that you've been giving our athletes. But I always say monetary sport infrastructure is good. But when we want to fight the fight of inclusion, of awareness, of exposure, we need more than that. I'm speaking on behalf of our athletes. And one way that we can look at this and one way that we can improve our systems, our sports systems, our educational systems, is through curriculum development. Having an adaptable curriculum which emphasizes the need of our athletes, of our people with intellectual disabilities being included. I believe I'm not so much aware of the curriculum that is already in place in schools. But then when we look at physical education, when we look at sports, I am sure that the curriculum includes for people with physical disabilities, but not for people with intellectual disabilities. So if there's something that you don't have, I encourage the ministries to start looking at having an adaptable curriculum which includes people with intellectual disabilities. That way, the exposure of our athletes will be included not just in schools, but also in the community. That's one. I believe I asked the gentleman from the Ministry of Sports. He said that you have a Senegalese Federation of Sports for scholars and university. Is that correct? Confirmation? Is that correct? Yes. Okay. In that federation, do you have someone who is coming from Special Olympics Senegal to represent our athletes in that federation? Because I feel that there's a voice missing in that federation to speak for our athletes. That way, when you have your meetings, when you have your convenings, when you talk about the resources or the materials that is needed, our voice can be heard in that federation or in that committee. So I feel, Raja, that there's a need for representation of our people with intellectual disabilities on that federation, specifically an athlete. We have so many athletes in Senegal that have meaningful contributions that I think will help those federations to take the message of inclusion further. And then there was also, I think it was a professor who mentioned trainings, that we do lack resources for, to train our teachers, our coaches, to train our people with intellectual disabilities. This is a point that I brought about yesterday, the importance of partnerships. Yes, there are resources. Special Olympics has resources. Special Olympics International, Africa, Senegal, they have those resources to train our people, to train our athletes, to train our teachers, to train our coaches. We have, and these are not just resources, that don't have any credibility. These are actual certifications that our coaches and that our athletes can get. But also partnering up with sports federations. That is another important thing I think the government needs to look into, to have our sports federations training our athletes. You saw Charles T. showed examples of our athletes like Jimmy, who are officials. Why don't we take the initiative to start training our athletes to be coaches, to be officials? But that takes partnering up with those sports federations to train our athletes. And then last but not least, engagement in sports activities. I also inquired, Senegal has inter-schools. I don't know what another word is for inter-schools, where schools compete with each other to play sports. Is that something that happens? Schools competing with other schools? Yes. But the question is, do we involve our athletes with intellectual disabilities in those competitions? Or do we segregate them to say, the athletes will have their own competition
and the people without intellectual disabilities will have their own competitions. It's about time we sit around the table and find ways of how we can integrate our athletes into those inter-school sports and inter-school competitions. Thank you very much. Inspecteur Cheikh Diaw. Merci bien, directeur. Je voudrais commencer par féliciter les intervenants, faire quelques suggestions, en commençant par mon jeune collègue Beng, que je félicite pour sa nomination à la tête de la direction des activités physiques et sportives, et lui souhaiter tout le succès. Il a parlé de l'aide de politique sectorielle. Et en parlant de l'aide politique sectorielle, bon, après avoir parlé de la lettre de politique sectorielle, je l'ai entendu faire des recommandations concernant la déficience intellectuelle. Une lettre de politique sectorielle étant dynamique, je vous aurais suggéré d'intégrer ces recommandations-là dans des stratégies de la lettre de politique sectorielle. C'est une suggestion que je voudrais faire. Parce que c'est bien de faire des recommandations, mais quand on a la possibilité de mettre ces recommandations dans un plan, il faut le faire. La deuxième chose, c'est relativement à l'accès aux infrastructures sportives. Là aussi, je vous entends dire que oui, ils doivent accéder, ils doivent, etc., etc. Mais je pense qu'une mesure peut être prise. Je me rappelle par le passé, des actes, ou bien un acte avait été pris par le ministre des Sports d'alors pour donner la priorité à l'UASU quant à l'accès aux infrastructures sportives les mercredis après-midi. Je pense qu'un acte de ce genre pourrait être également pris pour dire que le dimanche de telle heure ou bien le samedi de telle heure à telle heure, l'accès de telle et telle infrastructure appartenant à l'État, la priorité est donnée à Special Olympics, etc., etc. La troisième suggestion que je voudrais faire, c'est, en vous entendant parler, on dit toujours le Special Olympics n'est pas encore une fédération. Mais vous avez la possibilité d'en faire une fédération. Parce que il y a des comités nationaux provisoires. Et je pense que vous pouvez vous inspirer de ça pour prendre un arrêté et faire de Special Olympics une fédération. Le reste maintenant, c'était une question relativement à ce que vous appelez gouvernance sportive moderne. Je voulais savoir ce que cela veut dire. Bon, j'avais une suggestion également à l'INSEPS, mais je suis mal placé pour le faire. Pour plusieurs raisons, mais je vais essayer. Bon, j'ai constaté que l'INSEPS est beaucoup dans la formation. Et souvent, on est dans ce qui se faisait depuis. Moi, je suis à peu près sûr que ce que j'ai appris, c'est ce que M. Mbeng a dû apprendre. C'est les mêmes disciplines à l'INSEPS. Et ça, c'est depuis 1977 que cette affaire-là a été mise en place. Je pense que il faut s'adapter. Moi, j'ai vécu, vous l'avez vécu certainement mieux que moi, parce que je suis allé à l'INSEPS de Paris. Ce que j'ai constaté, c'est que ils ont maintenant, depuis quelques années, séparé l'INSEPS en deux trucs. Il y a maintenant INGEP qui s'occupe d'éducation populaire, de jeunesse, etc. Et l'INSEPS maintenant est dans la performance. C'est-à-dire, on fait des recherches sur comment faire pour qu'on arrive à des performances sur le plan sportif. C'est une invite que je fais. Quand on vous a présenté, vous avez le profil, ils ne sont pas meilleurs que vous. Je pense qu'il faut aller dans cette direction. Et la dernière chose, c'est peut-être une autre suggestion que je voudrais adresser à M. Alan Williams. Bon, vous avez
parler de beaucoup de choses. Nous, on a eu la chance de travailler avec l'Union africaine sur ce qu'on appelle la charte africaine de la jeunesse. Est-ce qu'une charte comme ça ne pourrait pas être proposée concernant la déficience intellectuelle? Je vous remercie. Merci, professeur, inspecteur Diaw. Nous allons passer à Chérif Dia. Merci, mon marabout, modérateur. Les Montagas sont des marabouts. Et juste pour dire avant quoi que ce soit, quand deux Anois se suivent, le second a du mal à dire vraiment ce qu'il pense. Parce que devant Cheikh Diaw, qui est un éminent vraiment inspecteur, je n'ai pas quoi dire. Je reviens vraiment pour remercier Spécial Olympique pour en tout cas l'organisation de ce symposium. Nous sommes là en tant que parents d'élèves. Et aujourd'hui, si nous parlons de la défiance intellectuelle, ça suppose des éléments constitués de l'école, les formateurs, mais également les parents et les locaux. Donc, notre présence est indispensable et utile ici, pour plusieurs raisons que nous allons peut-être évoquer si le temps nous le permet, parce que nous sommes vraiment rattrapés par le temps et avant que ce dernier nous étrangle, on va aller vite. Voilà. Donc, dire tout simplement que aujourd'hui, par exemple, je parle sous le contrôle de l'inspecteur Diouf, qui est là parmi nous. Je ne sais pas s'il est parti ou pas. Nous avons initié ensemble, parce que aussi, toutes les activités maintenant qui parlent de l'école, des élèves, les parents sont impliqués. Il y a un projet qu'il connaît très bien, le Faire l'école. Le Faire l'école, nous avons eu à travailler ensemble dans ce projet. Et c'est un projet qui a pour but de recenser les enfants qui ont une déficience intellectuelle, physique ou comme mettez tout ce que vous voulez. Il faut les repérer et les mettre dans les écoles pour que l'équité et en tout cas l'inclusion, mais également la bonne gouvernance s'appliquent. Parce que aussi ça, c'est trois éléments fondamentaux initiés par en tout cas le ministère de l'Éducation. Ce projet a eu des problèmes et s'est ressorti dans beaucoup d'interventions. Les parents ont tendance à cacher leurs enfants parce qu'ils ont des handicaps. Ils viennent une, deux fois à l'école, ils ne reviennent plus. Parce qu'ils sont ensemble avec leurs camarades qui sont vraiment valides. Mais ils ont impliqué les Badjanougo, les parents, et en tout cas, tous les partenaires pour une bonne sensibilisation, une bonne communication. Parce que les projets, s'ils réussissent, c'est parce qu'en grande partie, il y a une bonne communication. Maintenant, je ne saurais terminer sans vraiment lancer un message. Un symposium de ce genre, il fallait penser aux parents. Parce que les parents sont au cœur de tout ce qui se va dans le sens d'améliorer qualitativement les enseignements, apprentissages de leurs enfants. Et malgré tout, nous sommes venus pour vous montrer notre solidarité, notre
accompagnement, mais également un partenariat pour, en tout cas, les futures activités. Je fais un clin d'œil aussi à Cheikh Tidiane, Tine aussi professeur, que nous avons eu également à partager des séances avec deux organisations que nous... ah oui, j'ai fini mon temps de parole. Donc, je serai discipliné, un élève discipliné, et je remets la parole. Merci à toutes et à tous. À l'entame de mes propos, je vais faire une contribution, puis poser quelques questions qui seront adressées aux différents panélistes. Pour la contribution, c'est de magnifier d'abord le travail que Special Olympics Sénégal a fait depuis le début, effectivement, du travail. Passant par des directeurs sportifs jusqu'à Madame Si. Depuis 2009, elle est en train d'abattre un excellent travail avec son staff, avec l'ensemble des coachs, mais des entraîneurs aussi. Moi, j'ai eu la chance, effectivement, de travailler avec Mbaké, puis avec Madame Si, Raja. Et depuis lors, on ne cesse effectivement de voir des progrès dans la gestion, effectivement, des Special Olympics, tant sur le terrain, effectivement, et au niveau aussi administratif, qu'au niveau administratif. Pour dire qu'effectivement, au niveau des Special Olympics, il y a un programme de formation pour les entraîneurs, mais aussi pour les athlètes. J'ai bénéficié de beaucoup de programmes de formation pour la gestion, la prise en charge, effectivement, des athlètes à besoins spéciaux ou bien des enfants déficients intellectuels. Jusqu'à aller même, jusqu'à effectivement mettre en place des programmes d'entraînement aux activités motrices. Cela veut dire que c'est des enfants qui ont effectivement des handicaps, puis une déficience intellectuelle et qui mériteraient une attention particulière. Donc, je salue effectivement le travail abattu par Special Olympics. Maintenant, pour les questions, la première sera adressée effectivement à M. Gilbert, le directeur des activités physiques sportives du ministère des Sports. Tantôt, dans sa communication, il a parlé de l'aide de politique sectorielle et il a insisté sur la démocratisation et la cogestion. Et moi, je pense que, effectivement, à y voir de près, on se rend compte que la démocratisation dont vous faisiez allusion ne prend pas en compte, effectivement, la déficience intellectuelle, à mon sens. Et qu'il faut spécifiquement sortir cet aspect-là au niveau, effectivement, de la lettre sectorielle. Il l'a dit, mon collègue tout à l'heure l'a dit, il faudra sortir un plan pour, effectivement, prendre spécifiquement en compte la déficience intellectuelle et y mettre les moyens. Jusqu'à présent, Special Police ne parvient pas effectivement à avoir un statut. Et qu'au sein des Special Olympics, on y trouve plusieurs disciplines sportives. Special Olympics tend vers effectivement la performance. Et dans sa définition, dans sa mission, c'est des compétitions, effectivement, et on fait de l'insertion par le sport. Et on doit effectivement avoir non seulement le soutien du ministère, mais être un membre à part entière, effectivement, du ministère des Sports. Avoir des représentants au niveau des instances, effectivement, c'est fondamental, bien qu'on a cela, mais il faut que ça soit officiel, un statut officiel pour les Special Olympics. Donc, je pense que la question, est-ce que la démocratisation prend en compte la question de la déficience intellectuelle? L'autre aspect, c'est quoi? La question sera adressée à mon collègue Cheikh Tidiane, que je remercie de passage, pour dire qu'effectivement... Oui. Épuisez votre temps, allez-y poser cette question. D'accord, je suis très correct. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole. Merci pour votre discipline. De plus en plus, je vois que vous êtes en parfaite progression sur Special Olympics pour montrer que vous assistez à Special Olympics sur tous les plans, sur le plan national et sur le plan international. Parce qu'on avait commencé de 9 athlètes jusqu'à 43 athlètes. À chaque fois, vous assurez les titres d'avion, les titres de voyage et les per diem. Et particulièrement cette année-ci avec les per diem. Donc, vraiment, merci beaucoup au ministère des Sports. Et vraiment, nous vous remercions par rapport à ça. Et revenir aussi sur la formation. Tout à l'heure, l'un des panélistes a parlé de nuances concernant la formation. Vous nous attribuez beaucoup de formations sur le plan international. On en bénéficie.
Mais à chaque fois, quand on part à l'étranger, ce que nous apprenons, c'est l'handicap d'une manière générale. Et il n'y a pas d'école spécifique pour parler de la déficience intellectuelle. Je sais que ce que vous avez, c'est les bourses pour attribuer à mes coachs, pour aller à l'étranger, pour travailler. Pour vous dire que nous, à chaque fois, on était de handisport. On est sorti d'handisport parce qu'au niveau de handisport, c'est les T20. Les T20, c'est la déficience intellectuelle. Ils ne font pas de sport de compétition. C'est pourquoi on a été mauvais élèves pour sortir de handisport pour créer notre propre structure sur le plan international qui s'appelle Special Olympics. Et peut-être oser faire du sport de haut niveau avec des personnes qui ont des, qui ont des pathologies, c'est-à-dire des trisomies 21, des autistes, des IMC et du Rostrophalie. On a osé faire du sport, mais ils sont accompagnés par la santé. C'est à cause de la santé que nous surveillons nos athlètes pour faire du sport, de l'animation. Et de plus en plus, avec l'expérience qu'on a eue par rapport à ces fédérations qui se trouvent au niveau du Sénégal, parce que nous, les coachs que nous formons, d'habitude, ils sortent des fédérations de football, basket. Avec l'expérience qu'on essaie de faire du sport adapté par rapport à nos athlètes. Donc, ce que nous voulons exactement au niveau de l'université, c'est quoi? Essayer d'avoir des modules, uniquement des modules concernant la déficience intellectuelle. C'est beau, d'accord, on a des coachs expérimentés qui essayent de s'adapter par rapport au sport que nous faisons sur le terrain parce qu'on a de l'expérience, mais par rapport au module sur la déficience intellectuelle, pour être sûr que ce que nous faisons, c'est la réalité, exactement, c'est quelque chose de bien par rapport à avoir confiance en soi-même. Et nous remercions aussi la GIZ qui nous accompagne pour faire le sport de développement. Merci, Hassan. Donc, merci beaucoup, monsieur le professeur. J'ai deux questions. L'une s'adresse à monsieur Takoué. Vous avez donc parlé de la pratique du sport. Je voudrais donc savoir, est-ce qu'il est facile, voire pour ne pas dire aisé, d'appliquer donc tout le programme, intégralement le programme des spéciales olympiques dans les camps des réfugiés ou bien dans les zones de conflit? Oui, quelle stratégie vous avez mis en pour y arriver? La seconde question s'adresse à M. Gilbert. Étant donné que vous avez parlé d'accessibilité donc du sport pour tout le monde, j'aimerais savoir si toutes les infrastructures sportives donc du Sénégal sont inclusives. Donc, si oui, parce qu'il y a donc plusieurs catégories de personnes handicapées. Certes, les personnes déficientes intellectuelles peuvent donc avoir un accès plus facile par rapport aux autres personnes handicapées. Par exemple, il y a les handicapés visuels, il y a les albinos, il y a les handicapés moteurs. Également, il y a les sourds-muets. Donc, est-ce que vous avez donc prévu donc de mettre des infrastructures donc plus inclusives au niveau de toutes les structures sportives? Je vous remercie. Est-ce qu'il est possible d'appliquer tout le programme de Special Olympics? Oui, bien sûr, on peut. Le programme des Special Olympics est en entièreté appliqué tout partout où besoin est. Donc, il n'y a pas de restrictions. Dès lors qu'il y a une nécessité que le programme des Special Olympics soit développé, c'est en intégralité sur tous les aspects. Alors, nos stratégies sont connues, ça a été développé depuis hier. Nous avons des initiatives, des curriculums de formation. On a parlé hier de sports unifiés. On a parlé des écoles unifiées championnes. On a un programme de leadership des athlètes qui les forme, qui leur donne une certaine éducation pour qu'ils puissent se débrouiller dans toute situation dans la société, pour qu'ils aient accès sans effort. Et l'autre aspect que Special Olympics renforce également, c'est le changement des attitudes au niveau de la communauté pour faciliter l'insertion des personnes handicapées intellectuelles. Excusez-moi, c'est par rapport à la question, parce que une zone de conflit est différente d'une zone donc, qui est en paix, par exemple. S'il y a, par exemple, conflit, il y a des camps de réfugiés, les gens sont dispersés, les gens sont stressés. Est-ce qu'il est facile, voire aisé, d'appliquer intégralement, je dis intégralement, le programme des spéciales olympiques, comme vous le faites dans les autres pays?
OK. Alors, je vais donner juste une réponse et ma collègue va compléter. En fait, ce que moi j'ai compris, est-ce qu'on pouvait développer un programme spécial dans les camps des réfugiés? Alors, les camps des réfugiés, c'est ceux qui ont fui la guerre ou même ceux qu'on a extraits des guerres pour aller les mettre dans un quartier qu'on appelle zone des réfugiés. Alors là, il n'y a plus de conflit là-bas. Sinon, c'est impossible qu'on tienne un programme, quel qu'il soit, en zone de conflit. Même pas toute autre organisation ne pourrait faire. En période de guerre, tout s'arrête, y compris Special Olympics. Alors, ma collègue va compléter la question. Charles, Madame Mrs. Mumba. So we also use other agencies, other organizations such as the UNHCR to help implement our work in such a hostile situation. Because like you said, implementation is hard. So we need help in those areas. So we use other organizations that have easy access to those areas to implement our work. I hope that answers your question. Alors, nous passons à Gilbert. Non, c'est Gilbert qui avait pris la parole. Gilbert, allez-y. Oui, il y a beaucoup de questions qui sont relatives au ministère des Sports. Je vais essayer de résumer. Et je vais commencer par Madame Bamba. My English is so bad, I answer you in French. Sorry. Voilà. Donc, quand je résume sa question, ça tourne autour de la question du curriculum. Elle a parlé de l'existence. Est-ce qu'il existe un curriculum au Sénégal concernant les déficients intellectuels? Elle a parlé de la formation des coachs et elle a parlé également de la relation. Est-ce que les déficients intellectuels sont représentés, Special Olympics sont représentés au niveau du sport scolaire, n'est-ce pas? D'accord. Concernant le curriculum, je l'ai dit tantôt, à chaque fois qu'on parle de cohésion du sport entre les fédérations ou groupements sportifs, la cohésion ne concerne pas seulement les fédérations, mais ça concerne également les groupements sportifs. Et même si Special Olympics n'est pas encore une fédération, Special Olympics peut être considéré comme un groupement sportif. Et dans cette relation, parfois les gens pensent, quand on parle de cohésion, les gens pensent surtout au contrôle et à la supervision. Mais la cohésion, c'est également l'appui en termes de formation, les subventions pour la promotion de la pratique. C'est pour vous dire que ce sont ces groupements qui ont reçu délégation de pouvoir. Ce sont ces fédérations qui doivent développer la discipline sur l'ensemble du territoire. C'est ça la délégation de pouvoir. Même en termes de formation, effectivement, ce sont ces fédérations et ces groupements, par exemple, c'est pourquoi au niveau des recommandations, j'ai proposé, recommandé qu'il existe un programme de formation. Parce que si on part du programme, on va définir les curricula. Et si on définit les curricula, on va identifier et spécifier les besoins en formation et puis les profils. Et à partir de ce moment, nous allons pouvoir former. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas le ministère, l'initiative ne doit pas partir du ministère, mais surtout de l'association ou du groupement qui a reçu cette délégation de pouvoir et qui est mis en contact avec la réalité. D'accord. Donc, pour résumer, il n'existe pas encore de programme de formation dans ce domaine. Et en tant que nouveau directeur des activités physiques et sportives, je vais travailler avec Special Olympics sur cette question. Effectivement, y compris la formation des coachs et le curriculum. Maintenant, concernant la prise en compte des déficients intellectuels dans le cadre du sport scolaire, votre question est importante et je prends cette question comme une recommandation. Je vous informe que récemment, au Sénégal, nous avons créé la fédération, parce qu'avant, il existait, c'est l'UASU qui existait, qui regroupait à la fois le sport universitaire et le sport scolaire. Et sur instruction du président de la République, nous avons récemment créé deux fédérations, une fédération pour le sport scolaire et une fédération pour le sport universitaire, en 2021. Donc, puisque cette fédération vient d'être créée, hier, le président de la fédération était là avec nous, et en tant que nouveau directeur, je lui ai dit, il faut qu'on discute sur le fonctionnement et les activités de la Fédération sénégalaise du sport scolaire qui doivent démarrer. Et je vous remercie d'avoir attiré mon attention sur l'intégration des déficients intellectuels dans la démarche.
Concernant M. Diaw. M. Diaw, je vous remercie pour vos recommandations très pertinentes concernant surtout la prise en compte des recommandations dans la lettre de politique sectorielle. Effectivement, ces recommandations, même si elles étaient prises en compte, elles doivent être encore plus détaillées. Parce que je pense que les déficients intellectuels mériteraient quand même au moins 5 lignes dans la lettre de politique sectorielle du Sénégal. Voilà, concernant la question de la fédération. En fait, je pense que le plus important pour une structure, pour un groupement sportif, c'est d'avoir la délégation de pouvoir, qu'il s'appelle fédération ou groupement sportif, parce que ça aussi, ça doit être la volonté du spécial olympique. Est-ce que le spécial olympique souhaiterait devenir une fédération? Je connais des groupements sportifs qui ne veulent pas devenir une fédération, parce que quand même, il y a des spécificités. Au niveau des fédérations sportives, il y a des réalités. Est-ce que par rapport à la cible, est-ce que le spécial olympique doit forcément devenir une fédération? Ça, c'est une question plutôt qu'on doit poser à un spécial olympique qui va en faire le choix. Le plus important, c'est que le spécial olympique puisse être traité de la même façon qu'une fédération sportive. Que le spécial olympique puisse recevoir la délégation de pouvoir. Et je pense que c'est à ce niveau qu'on doit insister. Il a tantôt parlé de la question du statut. Effectivement, le combat du spécial olympique, c'est d'avoir une délégation de pouvoir comme les autres fédérations, même si c'est spécial olympique, et bénéficier des mêmes avantages. Tantôt, je l'ai dit, lors des derniers championnats du monde, des Jeux mondiaux, le spécial olympique a été traité de la même façon qu'une fédération sportive. Au moment où certaines fédérations, le ministère leur a répondu négativement parce qu'il n'y a pas assez de moyens, le ministère a accompagné le spécial olympique. Donc, c'est le traitement qui compte au lieu du statut. Voilà. Donc, concernant la gouvernance sportive moderne, a posé la question de la gouvernance sportive moderne. À quoi ça consiste? Je vais donner 3 exemples. D'abord, le renforcement de la démocratisation au sein des fédérations. Je donne un exemple simple. Avant, ce sont les clubs. Ils vont voter pour un comité directeur et le comité directeur qui va voter pour élire un président. Et ça, maintenant, presque dans 90% des fédérations, ça n'existe plus. Ce sont les clubs qui votent directement pour choisir leur président. Donc ça, c'est un aspect de la gouvernance moderne. Un autre aspect de la gouvernance moderne, c'est l'aspect économique. Aujourd'hui, nous avons des associations, des fédérations. On dit que ce sont des associations à but non lucratif. Ils n'ont pas le droit d'investir. Alors que ces associations contribuent aujourd'hui au développement. Donc l'État doit essayer de leur donner les moyens juridiques pour qu'ils puissent avoir le droit d'investir. C'est valable aussi pour les infrastructures sportives. Aujourd'hui, on parle de location d'infrastructures sportives, mais ce n'est pas autorisé par la loi. Et là, il y a le projet du Code du sport qui va permettre, par exemple, si spécial olympique, au cas où spécial olympique mettrait en place ce projet, par exemple, que vous voyez à côté de centre adapté, pourquoi pas, pour avoir des ressources supplémentaires, le spécial olympique peut également générer des ressources à travers ce centre adapté qui est un projet très ambitieux. Un autre aspect de la gouvernance moderne, aujourd'hui, on est dans un monde très numérisé. Avec le numérique aujourd'hui, la gestion des fédérations, souvent, on a des organismes, des ONG, des organismes internationaux qui veulent accompagner les sports. Mais il n'existe pas de données pour qu'ils puissent accompagner les sports. Et la mise en place de plateformes numériques permettra de faire cela. Et je pense, je vais directement aller vers la dernière question. Peut-être j'ai répondu déjà à la question de la formation. Madame Tal, allez-y. Accessibilité du sport, accessibilité à tous, accessibilité aux infrastructures. Voilà. Oui. Donc, aujourd'hui au Sénégal, on ne construit pas d'infrastructures sportives sans prendre en compte les couches, les personnes qui sont dans des situations plus ou moins vulnérables. L'ensemble des infrastructures, y compris le nouveau stade de Diamniadio, prend en compte ces situations et je vais parler sous le contrôle de Radia, qu'aujourd'hui, le spécial olympique il n'y a pas eu d'interdiction du spécial olympique, d'interdiction catégorique du spécial olympique pour accéder aux infrastructures sportives. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup.
d'avoir raccourci. Je pense qu'on peut passer la parole à M. Tin. Si vous s'il y a une question qui a été posée, est-ce que vous avez noté une question? Bon. Oui, donc on donne la parole donc à. Est-ce qu'une question a été posée à Alan? Oui. C'est plus une recommandation. Sinon, je vais un petit ramasser en 2 minutes. Allez-y. D'abord sur la question de Mme Mamba, voilà. Sur les sports protégés, les sports mixtes ou partagés. Parce qu'aujourd'hui, les sports servent de trait d'union. Moi, je pense que dans le processus d'inclusion, on est parti de l'exclusion. On a le sport protégé selon les endroits et qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de tendre vers les sports partagés pour instaurer la culture en réalité du partage et non plus de la séparation. C'est pour cela que je suis extrêmement critique sur les Jeux olympiques suivis en réalité des Jeux paralympiques parce que c'est une forme d'institutionnalisation du handicap. Il faudrait décloisonner et je pense que Paris 2024 va donner l'amorce justement du changement. Je ne peux pas entrer dans les détails, je vais très vite. Monsieur Diaw, c'est vrai, vous avez raison. Vous savez, souvent, les institutions avec les hommes qui les portent sont réfractaires au changement. Nous, en sociologie, le changement s'inscrit dans la durée. Mais je puis vous assurer qu'à l'intérieur de l'INSEP, la marmite bout en termes de changement. Pour ce qui est des disciplines, aujourd'hui, nous nous sommes battus pour que les problématiques contemporaines, telles que la question du handicap, soient prises en compte. Lui, il est là. Je l'avais en handicap, en éducation et en sport. C'est de nouvelles thématiques que nous abordons. Et oui, nous aimerions essentiellement avoir un INSEP qui, tout en tenant à ses formations classiques, puisse investir d'autres filières, à l'instar de l'INSEP de France. D'ailleurs, nous avons dans nos tiroirs énormément de formations. Nous avons l'entraînement sportif et performance. Entre autres, vraiment, les maquettes sont déjà faites. Malheureusement, on n'a pas encore les infrastructures et nous osons espérer que les JOJ de 2026, un petit clin d'œil, nous permettra de disposer des infrastructures pour pouvoir véritablement voler. Monsieur Dia, vous avez parfaitement raison sur la question des parents. Charles Gardou, il dit très simplement que le handicap a ceux qui le vivent. Donc, je pense que de pareilles opportunités devraient nous permettre d'entendre la voix en réalité de ceux qui vivent le handicap au quotidien. C'est pour cela que j'étais extrêmement ému lors de... Bon, ému, Alors, cher, vous êtes lancé là comme si vous étiez dans votre classe. Je vous connais. Oui, il est passionné d'enseignement. Donc, je termine. Voilà, donc, je suis obligé de m'arrêter. Il est passionné. Si vous le trouvez dans l'amphi, c'est comme ça, hein. Des fois, je passe lui dire, arrête, cher, arrête. Merci beaucoup. Il va nous faire un cours magistral. Alors, je vous remercie, M. Tin. Spécial olympique, si vous avez besoin d'un conférencier passionné, demandez-moi d'apporter M. Tin. Alors, pour terminer, avant de donner la parole à la présidente, excusez-moi, je vous dis, je pense qu'Alain, vous n'avez pas de question. You have no question. Go on. Professor, you tried to cut my time again, eh? Watching. To your question, sir, yes, we will go back and take that recommendation. I think to have a charter on people with intellectual disability, I promise you, and I will give feedback through Special Olympics. The last thing I want to say, 1 minute. We need to be solution orientated. I would like to see Special Olympics Senegal as a solution, because there's a lot of things talking about policy, talking about this, and it's just talk. I would like to say to them and to us in the room, for them to build the first state-of-the-art infrastructure in Senegal, a school for children with mental disability, that could be an example for all other African states. That is what we need. So that school will also act as a reference point for other schools around the country. So when I come back next year, you're going to have the money, you're going to have the resources, you're going to build a school. Thank you. Thank you very much, Alan. Je voudrais, par votre permission, Nadia, remettre la parole à la présidente.
qui va donc clore le panel. Je vais essayer de résumer très rapidement. Le premier panéliste nous a parlé du pouvoir transformateur du sport. Et pour lui, on peut utiliser le sport comme un levier pour faciliter l'inclusion sociale. Le deuxième panéliste, Gilbert, nous parle des principes de cogestion, la démocratisation, et il va nous parler aussi des grandes orientations de la lettre de politique sectorielle. Et pour lui, il explique les actions de l'État en termes politiques et donne des perspectives. Le troisième panéliste, Cheikh Tidiane, nous fait l'état des lieux de la formation adaptée et il identifie les leviers pour qu'on puisse mieux former les encadreurs et avoir un personnel de qualité. Le quatrième panéliste va nous parler du sport comme un levier pour le développement. Donc, le sport peut être utilisé pour le développement. Comme le disait tout à l'heure Catherine, si on a pu voir le volet développement, éducation, inclusion sociale, intégration sociale, insertion sociale, c'est que le sport est le seul outil qui touche toutes les dimensions de la vie sociale. Catherine l'a dit tout à l'heure, un collègue aime bien utiliser cette expression. Ça veut dire qu'avec le sport, on peut réussir beaucoup de choses. Ça veut dire que le sport peut permettre aux personnes handicapées d'être intégrées dans la société, d'avoir une activité professionnelle et surtout de se sentir en bonne santé. Merci, parce qu'ils m'ont demandé de résumer le plus rapidement possible.